a été fait pour que le tueur soit livré à la justice. Mais il n'était pas concevable d'exposer des vies pour atteindre cet objectif. Il y a déjà eu trop de morts. Face à une agression terroriste, dont la violence le dispute à l'abjection, la France a fait preuve de sang-froid et de détermination. Elle est restée unie et rassemblée. De toute façon, je devais t'appeler pour te dire que j'avais des tuyaux à te donner. Mais en fait, j'allais te fumer. Les caméras sont tous braqués vers moi. La France m'a pris pour cible et m'a collé une affaire d'État. Mon nom est personne, mais pour eux, je serai de reine avant Mohamed Merah. Et ras-le-bol de leur complot. Encore une arnaque et c'est les islamistes qu'on dévisage. Pendant la période électorale, tous les coups sont permis. La France se dépaysage, mais moi je suis pas dupe. Ils ont encore tout fait pour nous berner. Et pourtant, ils ont déjà planté le décor. C'est hallucinant de voir comment ce que les médias se comportent. L'enquête, Julien, a désormais des bases solides pour avancer, d'autant que d'après vos informations, le portrait du tueur se précise. J'ai pu discuter avec un des enfants qui avait croisé le tueur. Il a croisé le regard du tueur, des yeux bleus semble-t-il sur un visage blanc. C'est en tout cas ce qu'il a confié aux enquêteurs, des enquêteurs qui dans les prochains jours vont analyser tous ces témoins directs, ainsi qu'ils vont analyser les 5 caméras de vidéosurveillance qui n'ont rien raté de cette scène barbare. D'après vos informations, le portrait du tueur se précise. J'ai pu discuter avec un des enfants qui avait croisé le tueur. Il a croisé le regard du tueur, des yeux bleus semble-t-il sur un visage blanc. C'est en tout cas ce qu'il a confié aux enquêteurs. Il s'est retourné, la visière a claqué, donc, et là j'ai vu alors ce regard. Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un œil. La visière, donc, il a eu un geste, quoi. J'ai eu peur qu'il me tire dessus. Est-ce que Mohamed Merah est le type qui a en scooter? Est-ce que c'est celui qu'on présente, le tueur en scooter, ou pas? Ah, vous n'en êtes même pas persuadé? Écoutez, moi je sais pas, j'ai juste vu dans le journal du dimanche, dimanche dernier, qu'ils ont publié un extrait de l'audition de monsieur Ziad Tarouche, le représentant d'Al Jazeera, qui parle d'un type qui parle uniquement en arabe. On voit pas le personnage lui-même, on le voit pas, c'est ce que j'ai compris, et qui parle uniquement en arabe. Et c'est pas le Mohamed Merah n'était pas, d'après ce que dit sa famille, arabophone. Enfin, il pouvait parler un tout petit peu, mais il parlait pas vraiment l'arabe. Il faut que M. Hollande rappelle à tous nos compatriotes que nous sommes en guerre. Nous avons déclaré la guerre, c'est nous qui aujourd'hui menons des opérations de guerre, que ce soit au Moyen-Orient, en Irak, je vous le rappelle, ou dans le Sahel et dans une partie de l'Afrique. Et ça ne se fait pas impunément. Et vous avez forcément des groupes, et on sait à peu près à quel groupe on s'adresse. Il y avait une jeune journaliste, une jeune contributrice de Charlie Hebdo qui a eu la Kalachnikov sur le nez et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Et elle récitait ça en boucle, elle disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». De très beaux yeux, je ne sais plus. Il y avait une jeune journaliste, une jeune contributrice de Charlie Hebdo qui a eu la Kalachnikov sur le nez et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Et elle récitait ça en boucle, elle disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». De très beaux yeux, je ne sais plus. Il y avait une jeune journaliste, une jeune contributrice de Charlie Hebdo qui a eu la Kalachnikov sur le nez et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Et elle récitait ça en boucle, elle disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». De très beaux yeux, je ne sais plus. Les coupables de ces actes barbares, cet acte abject qui heurte la conscience humaine. Les journalistes et la rédaction de Charlie Hebdo ont été pris pour cible. C'est une atteinte directe, sauvage, à l'un de nos principes républicains les plus chers, la liberté d'expression. Mes premières pensées se tournent vers les nombreuses victimes de cet attentat barbare. Je pense à leurs familles, à leurs proches, je pense aux forces de police qui payent un lourd tribut,
et je forme des vœux pour les blessés. Les coupables de ces actes barbares doivent être poursuivis et châtiés. Bonjour, je ne suis pas Anonymous, je suis ni Légion, je suis moi-même. Je suis là pour vous parler de l'attaque Charlie Hebdo. Mes propos sont mes droits de liberté d'expression, je suis le seul responsable de mes dires. Ceci est un complot du gouvernement français. Je vais vous parler de quelques points. Numéro 1. Pourquoi deux personnes qui auraient fait comme par hasard le djihad auraient voulu attaquer la rédaction de Charlie Hebdo pour des caricatures du prophète Mahomet pratiquement 10 ans après? Numéro 2. Comment était-il au courant que le mercredi précisément vers 11 h la rédaction du journal était tout réunie? Numéro 3. Comment ils ont pu se tromper de porte alors qu'ils étaient aussi bien renseignés sur l'heure et le jour? Est-ce pour brouiller les pistes? Numéro 4. La dessinatrice dite Coco se trouvait comme par hasard au même moment au même endroit que les deux soi-disant terroristes. Et elle est là pour leur taper le code de la porte. Jusqu'ici je vous ai parlé de l'attaque des deux suspects sur les lieux de la rédaction. Maintenant parlons de la suite plus troublante. Numéro 5. L'attentat aurait commencé à 11h50. En 3 minutes le journal 20 minutes est déjà au courant. Puis en moins de 10 minutes après l'annonce sur 20 minutes, la chaîne télé est déjà sur place. Ils ont eu le temps de grimper par les toits pour tenter de filmer. Alors que les équipes d'intervention mettent 30 à 45 minutes à rejoindre le lieu du massacre. Étaient-ils déjà sur les lieux en sachant ce qui allait se passer? Numéro 6. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? Parlons maintenant de l'assassinat du policier en pleine rue. Numéro 7. Pourquoi à midi en plein Paris les rues semblent vides sur les lieux de l'exécution du policier? Numéro 8. Qui est cette personne qui filme d'une fenêtre, comme s'il filmait une scène de cinéma, sans trembler, sans être apeuré, en filmant le tout début de l'arrivée des deux personnes jusqu'à leur remontée dans la voiture? Était-il là à attendre l'arrivée des deux meurtriers lui aussi sachant ce qu'il allait se passer? Numéro 9. Pourquoi autant de temps après l'attaque du siège du Charlie Hebdo seulement deux policiers en vélo sont sur leur passage, sachant que quelque chose de grave était arrivé? Numéro 10. Lors de l'exécution du policier, à bout portant celui-ci appelle son assassin-chef. Pourquoi aucune trace de sang est aperçue après le tir à bout portant? Pourquoi une traînée de poussière apparaît comme si le coup avait été tiré au sol? Numéro 11. Avant de remonter dans la voiture, les deux meurtriers crient « On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo ». Pourquoi? Savaient-ils qu'ils étaient filmés? Pourtant durant toute la vidéo on ne voit aucun des deux regarder en direction de la caméra. Numéro 12. Le chef d'État François Hollande se rend sur les lieux de l'attaque seulement 55 minutes après. N'a-t-il pas peur des voitures piégées, des balles perdues ou autres attaques terroristes? Numéro 13. Une carte d'identité aurait été retrouvée dans la Citroën C3 noire. Comment des terroristes n'oublient pas une basket avant de partir mais oublient une pièce d'identité? Étrangement, ça rappelle l'histoire du passeport de l'un des terroristes retrouvé dans les rues de Manhattan lors des attentats du 11 septembre. Pourquoi 3 jours après sont-ils toujours pas arrêtés, alors que si vous, moi ou toute autre personne braque une bijouterie ou n'importe quel magasin, sans laisser une pièce d'identité, nous sommes arrêtés dans les heures qui suivent? Voilà les points que je voulais partager avec vous. Chacun est libre de penser comme il en a envie. Je suis le seul responsable de mes propos. Et parfois, on me dit, mais enfant, mais pourquoi tu es revenu? Moi, je ne peux pas me résoudre
Avoir un pays comme le nôtre, qui a son histoire, qui a sa culture, n'avoir comme seule alternative que de choisir entre l'humiliation d'aujourd'hui ou l'isolement de demain avec le Front National. C'est pas possible. Il faut que vous ayez un autre choix. Je suis étonné de ce qui va se passer dans quelques jours, où une résolution du Parti socialiste voudrait faire reconnaître de façon unilatérale l'État palestinien quelques jours après les attentats odieux et sanglants de Jérusalem. Là encore, je vous dois ma vérité. Je n'accepterai jamais que l'on remette en cause le droit à la sécurité d'Israël. Jamais. C'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma vie. Je voudrais que vous en soyez convaincus. Je me sens au-delà de ce que vous pouvez imaginer dans la proximité de vous, proche de vous, à la fois par le cœur, par les liens de l'affection, de l'amitié, des sentiments, mais aussi, et c'est presque plus important pour moi, par l'esprit. La très grande admiration que j'ai pour votre radio et par-delà votre radio, je pense à Yankelevitch, qui a beaucoup contribué à former mon esprit sur les questions les plus éminemment philosophiques. Je pense aux heures passées à la synagogue de la rue Copernic à l'époque où j'écoutais jeune les conférences de Waknin avec une passion qui m'a conduit à essayer de découvrir toute la subtilité des textes, toute la dimension symbolique, kabbalistique de votre culture, sans jamais pouvoir d'ailleurs toujours en pénétrer la profondeur et le sens profond. Et puis ce qui me lie à vous surtout, c'est une forme d'indignation que je veux vous livrer, des scènes de violence, des insultes, des mots qui blessent, une volonté d'atteindre qui se manifeste de nouveau. Je veux que vous sachiez, mesdames et messieurs, que votre ministre de l'Intérieur, à chaque fois qu'il lit cela, se trouve atteint au fond du cœur et se sent proche de vous. Et à chaque instant, lorsque vous sentez la violence s'exercer à votre encontre, lorsque vous avez peur pour vos enfants, lorsque vous êtes inquiet de cette violence qui monte, dites-vous qu'il y a un État républicain qui vous protège et un ministre de l'Intérieur qui vous aime et qui est votre ami. Parce que pour moi, j'ai toujours dans un coin de mon cœur Israël. C'est-à-dire que c'est facile pour moi, je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je ne dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. J'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Pendant la guerre du Kippour, j'ai tremblé pour Israël. C'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Si, ça rebondit là. Il y a les flics là, quand ils ont retué. Ils ont pété les bagnoles. Là, ils vont là, regarde. Janek, schowaj się, chłopie.